Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici le sommet de ce magazine. Un titre à la une de ce magazine, c'est le procès de Madame Gbagbo qui a repris effectivement Simone Gbagbo en pleine maîtrise de son procès. L'ex-première dame Simone Gbagbo, donc hier lundi, est sortie de 4 années de silence et a dominé presque sans faillir son procès pour atteinte à la sûreté de l'État, se livrant parfois à une diatribe enflammée contre la France et le régime ivoirien en place. Et également dans le cadre de ce mois de février qui s'achève, nous serons dans la réflexion sur ce qui semble pour nous la difficile intégration des populations originaires d'Afrique subsaharienne. Pour réfléchir donc ensemble, nous sommes avec nous une équipe très féminine. Face à moi, nous sommes avec Peggy Ossier. Bonsoir Peggy. Bonsoir Juvénal. Merci d'être avec nous ce soir. C'est vrai que c'est une agréable surprise de te recevoir. Merci beaucoup. Alors pour tous ceux qui sont de Tam Tam Tropical, Peggy Ossier, elle nous vient droit du Congo. Elle travaille pour la chaîne télévision. Donc, elle a une émission qui s'appelle À la Une. C'est bien cela? C'est bien ça, Juvénal. À la gauche de Peggy, nous sommes avec notre chère Aline Mandrelli. Bonsoir, Aline. Bonsoir, Juvénal. Alors, Aline, ce soir, fait ses débuts avec nous. Aline sera là pour nous apporter son regard sur un regard croisé. Parce qu'Aline a l'avantage d'avoir notre double culture. Elle est d'ici et d'ailleurs, c'est-à-dire d'ici parce qu'elle est bien, comme on le dit bien souvent, franco-française aux yeux bleus. Et donc, elle a vécu longtemps en Afrique et régulièrement, donc, elle nous apportera sa contribution pour que nous ayons un regard, on va dire, croisé. Également avec nous en ligne, nous sommes avec Sylvia Serbin. Bonsoir Sylvia. Et bonsoir. Depuis Paris, donc Sylvia Serbin, elle est historienne, elle est journaliste, elle est donc écrivaine. Ce soir, Sylvia est parmi nous, surtout parce que elle est auteure d'un livre très intéressant. C'est Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. C'est bien cela? Exactement, oui. Ce livre très intéressant a eu le malheur d'être traduit en allemand. C'est pas là le malheur. Le malheur, c'est qu'effectivement, dans sa traduction allemande, il a été, on va dire, saccagé, saboté. Alors Sylvia, en 2 phrases, que s'est-il passé pour la traduction allemande de ce livre? Oui, d'abord je voulais juste que les auteurs sachent de quoi parle mon ouvrage. Oui. Il présente 22 portraits de femmes qui ont vécu de l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle et qui ont joué un rôle marquant de l'histoire d'une quinzaine de pays d'Afrique et de la diaspora noire. Alors on y trouve des reines, des femmes de pouvoir, des résistantes, des combattantes comme les Amazones de l'ancien royaume du Dahomey, donc un certain nombre de femmes qui ont vraiment eu un rôle important et dont les livres d'histoire ne parlent malheureusement pas. Alors ce livre qui a eu beaucoup de succès quand il est sorti, notamment auprès de son public francophone, parce que c'est la première fois qu'un travail présentait des femmes noires en tant qu'actrices historiques. Et donc il a suscité l'intérêt, semble-t-il, d'un éditeur allemand qui est partenaire de mon éditeur français. Et cet éditeur, j'ai été informée de tout ça bien après, a donc négocié les droits directement avec mon éditeur, ça s'est fait au-dessus de ma tête,
Et j'ai découvert quelques mois plus tard sur Internet la sortie d'un livre avec mon nom, parce que je faisais une recherche et j'ai vu mon nom avec un nom allemand. Comme je ne parle pas cette langue, par curiosité, je suis allée voir et j'ai vu qu'il y a un livre qui sortait avec mon nom, et le titre, c'était le titre allemand de Reine d'Afrique. Donc, je me suis étonnée auprès de mon éditeur et j'ai dit, mais il y a un livre qui sort, et j'ai pas eu du tout de version pour que je puisse vérifier que tout est en conformité avec mon livre. Et à ce moment-là, j'ai reçu une épreuve juste une semaine avant la sortie annoncée du livre allemand. Bon, je parle pas l'allemand. J'ai prévenu mon éditeur que je devais trouver quelqu'un pour le traduire. Très bien, Sylvia. Sans vous couper comme cela, on a compris que votre livre donc présente près d'une vingtaine de portraits. Nous reviendrons donc sur la profondeur, ce qui s'est passé en fait par rapport à ce malentendu, ce grave malentendu, tout à l'heure dans la deuxième partie de ce magazine. Alors, pour vous permettre de bien vous installer, vous souhaitez la bienvenue à vous et à tous nos invités qui sont présents dans ce studio, qu'on présentera tout à l'heure. On vous permet donc d'écouter cette brève ponctuation musicale. D'accord. J'ai mal au dos, j'ai mal aux rêves, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. On s'abaisse, 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 on se lève, 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 on se déchire, on se déchire, on se déchire, allez déchirer, allez déchirer, allez déchirer. Prends-moi cadeau, allez cadeau, allez prends-moi cadeau, allez cadeau, yo-yo, allez prends-moi cadeau, allez cadeau, yo-yo. Amenez-moi où tu veux, fais-moi ce que tu veux. Amenez-moi où tu veux, fais-moi ce que tu veux. Je t'appartiens ma copine, je t'appartiens mon tonton, à la libre c'est toi le roi. Oh, Bimbakio, préposition, cadeau, yo-yo, allez cadeau, yo-yo, allez prends-moi cadeau, allez cadeau, yo, allez prends-moi cadeau, yo-yo, allez cadeau, yo-yo. Merci donc pour cette brève ponctuation musicale qui a permis à nos invités de bien s'installer. On va donc continuer à faire la présentation de nos invités qui sont parmi nous ce soir. J'ai présenté donc pour ceux et ceux qui prennent le train en marche. Nous sommes avec Peggy aussi. Rebonsoir Peggy. Bonsoir Juvenal. Bonsoir Aline. Bonsoir. À la droite donc de Peggy, à l'extrême droite, je vais dire de Peggy, se trouve donc, elle est très studieuse. Elle semble ne pas m'écouter, mais écoutez, elle sourit, elle s'appelle Odile Masson-Maillé, bonsoir. Bonsoir, Juvenal. Vous êtes présidente de l'EFAC entendu ensemble des femmes actives et coopérantes de la diaspora, c'est bien cela? Oui, c'est cela. Et à votre gauche, vous savez, votre
Ma secrétaire, votre Madame secrétaire, Manga Michel. Madame Manga Michel. Bien. Ce soir, en fait, dans la partie promotion culturelle, ce soir, vous nous parlerez donc d'un événement que vous organisez à la fin de la semaine. Alors, avant de revenir à vous, donc, nous allons repartir donc, du côté de Paris et dire bonsoir de nouveau à Madame Serbin. Bonsoir Sylvia Serbin. Oui, je suis bien là. Alors, je vous ai coupé dans votre élan. Nous allons donc faire un petit tour via les ondes pour donner 2 ou 3 brèves en provenance de l'Afrique et on revient vers vous dans quelques secondes. D'accord. Nous repartons donc en Côte d'Ivoire où le procès de Simone Gbagbo qui semble en pleine maîtrise de son procès. L'ex-première dame Simone Gbagbo, donc sortie lundi de 4 années de silence, a dominé sans faillir son procès pour atteinte à la sûreté, se livrant parfois à une diatribe enflammée contre la France et le régime ivoirien. En 9 heures d'audience, donc Simone Gbagbo, la très controversée donc épouse de l'ancien président, Laurent Gbagbo n'a semblé être mise en danger. Faute de preuves concrètes, l'accusation l'a laissé distribuer bons et mauvais points au cours d'une journée totalement maîtrisée. Le ton était donné dès les premiers instants du procès. À l'heure où je vous parle, je cite, « Je ne sais pas exactement quels sont les actes matériels qu'on me reproche », dit Simone Gbagbo. Confronté plus tard à 5 témoins, dont 2 affirment l'avoir vu livrer des armes à feu à des jeunes à Abidjan, Simone Gbagbo a calmement nié « Je ne me reconnais pas dans les faits, je ne connais pas ces personnes ». On poursuit donc et on se retrouve en Afrique centrale où un attentat suicide a tué une dizaine de personnes et blessé une trentaine d'autres dans la ville de Postikoum au nord-est du Nigeria. Des sources hospitalières affirment que 13 cadavres ont été transportés jusqu'à la morgue de la ville et plus de 30 personnes ont été blessées. Un employé de la gare routière de Dan Borno a déclaré à nos confrères de la BBC que le kamikaze avait attendu jusqu'à ce que le bus de 18 places soit plein avant de monter à bord. Il a déclaré que le bus a été complètement détruit par les flammes et que d'autres personnes se tenant à proximité ont été touchées. Elle me regarde toutes ces dames et une fois de plus, je me tourne vers Peggy. Oui. Peggy qui vient fraîchement du continent. Exactement. La question de savoir, c'est quand vous êtes en France et que vous voyez en fait que les informations qui nous parviennent du continent sont toutes tristes, c'est les blessés, c'est les procès et j'en passe. Quelle impression ça vous donne? Bah écoute, ça rend un peu triste, Juvenal, parce que bon, nous quand on est là-bas, on n'a pas en fait ce regard-là. C'est vrai qu'il y a des choses qui se passent, mais après il y a le sensationnel qu'on veut montrer à ceux qui sont à l'étranger, à ceux qui sont en France, pour dire que tout va très 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 mal. Alors que bon, des fois on peut se retrouver. Je parle par exemple de la République démocratique du Congo. Je prends un exemple, qui est un pays immense. Donc on peut dire qu'il y a la guerre là-bas, mais en fait ceux qui sont à Kinshasa, à Lubumbashi, à Mbuji-Mayi, dans le Kassai, ils voient pas tout ce qui se passe là. Ils ne ressentent pas ce côté agressif là. Donc franchement, moi ça m'étonne des fois. Bien, je me tourne également vers Sylvia Serbin. Sylvia Serbin, vous êtes toujours avec nous? Oui, bien sûr, je vous écoute. De savoir que sur le continent africain, que vous connaissez bien, voire très bien, toutes les nouvelles qui sont en provenance de ce continent, vues par les médias occidentaux, que nous sommes aussi, sont toujours presque pessimistes. Qu'est-ce que cela vous fait? Écoutez, je peux rejoindre le témoignage qui vient d'être dit. C'est un peu la guerre des ondes pour montrer qu'il y a une supériorité occidentale, démocratique, où tout va à peu près bien. Et sur le continent, c'est la sauvagerie, c'est la guerre, c'est le sous-développement, c'est la misère. Et on ne montre jamais ce qu'il y a de positif. Cela dit, il y a effectivement des populations qui sont profondément martyrisées par ces guerres, et notamment des femmes, c'est elles qui payent le prix le plus lourd, il ne faut pas l'oublier. Mais en dehors de ces poches de désespoir, il y a quand même beaucoup de choses qui se font, qui se construisent sur le continent, et notamment dans la jeunesse qui est très créative et qui bouge énormément.
dans la jeunesse qui brise le monde. Et c'est là où donc on revient vers vous par rapport à votre œuvre littéraire Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. Est-ce que vous pouvez nous raconter en 2 ou 3 phrases quel est le cœur de ce livre-là? Alors, c'est comme je vous l'ai dit en introduction, mon ambition c'était surtout de montrer que, comme bien d'autres femmes dans l'humanité, les femmes africaines aussi avaient participé au combat de leur peuple, de leur société, même si elles sont totalement absentes des livres d'histoire et de l'histoire dite universelle, puisqu'on ne nous présente toujours que des modèles de femmes occidentales, alors qu'il y a eu des grands royaumes, des sociétés organisées et des femmes qui ont occupé des places importantes, qui ont réellement dirigé des royaumes, comme la reine Nzinga d'Angola, qui a régné pendant une 40aine d'années, qui a résisté 40 ans aux invasions portugaises et au XVIIe siècle. Et dès le XVIIe siècle, elle était connue des grandes cours occidentales. Et il y a eu énormément de littérature sur ce personnage africain. C'est le personnage historique du continent le plus célèbre depuis cette période. Et on parle très peu d'elle. Il y a eu d'autres femmes au Sénégal, la reine d'Ateyala, et puis il y a eu des résistances, il y a eu les guerrières, je vous disais, comme les Amazones. Et même après, au moment de la période coloniale, au moment des indépendances, beaucoup de femmes aussi se sont battues, et ce sont nos mamans, nos grands-mères. Donc toutes ces femmes, il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas penser que c'est l'image que l'Occident donne des femmes noires qui est toujours effacée et soumise, que cette image est souvent fausse. Elle est souvent fausse. Et donc, alors, étant donné que nous y sommes pratiquement, pour la traduction de votre livre en allemand, qu'est-ce qui pose problème? Ah oui, donc je vous expliquais que donc ces gens ont publié cette traduction sans mon accord, et quand j'ai pu trouver quelqu'un pour me le traduire, le livre était déjà sorti. Et cette dame, qui est elle-même allemande et qui était professeure en France, elle avait les larmes aux yeux en me disant que c'était vraiment du sabotage, parce qu'ils ont réécrit l'ouvrage en gardant mon nom, et ils l'ont truffé de clichés racistes, où on nous présente comme des cannibales, où on ridiculise les grandes figures de l'histoire de l'Afrique, comme Chaka, l'empereur des Zoulous, et bien d'autres. Parce que dans ce livre, je montre des échanges commerciaux avec le reste du monde à des périodes très anciennes. Je montre des royaumes organisés, des populations autonomes, parce que ce continent s'est suffi à lui-même pendant des millénaires avant l'arrivée des Occidentaux. Et toute cette partie-là a été effacée pour ne ressortir que des clichés racistes. Donc imaginez mon choc, et c'est pour ça que j'ai essayé de faire une procédure, parce qu'il existe des lois pour protéger les auteurs. Et curieusement, la justice française a estimé que ces lois ne devaient pas s'appliquer à moi, puisque la loi sur la protection intellectuelle et sur le droit moral ont été complètement balayées, et ils ont créé une jurisprudence donnant aux éditeurs le droit de faire ce qu'ils voulaient avec mon nom et mon livre. Voilà. Les éditeurs, alors, ils ont fait ce qu'ils voulaient avec leur nom, votre nom et leur nom sur votre livre. Nous allons rentrer dans la deuxième partie de ce magazine, qui est un débat radiophonique, bien entendu, avec notre introduction, et après, on revient vers vous. Merci. Merci. En arrivant en Europe, je voulais d'abord faire comme les habitants de l'Europe, m'assimiler, m'intégrer dans la vie de la France, donc respecter les lois et pouvoir chercher le boulot. Je n'ai pas du tout mon rêve en France, parce qu'en fait, je pensais qu'ici, c'était le paradis. Oh, c'est difficile comme tout le monde, hein. Il y en a qui sont vraiment de la vraie diaspora, qui vont à l'école, qui sont des licenciés, mais il y a trop de banditisme de la diaspora ici. Il faut qu'on puisse faire comprendre aux jeunes que quand on est dans un pays, on respecte la loi de ce pays-là. Voilà qui est donc dit, quand on vit dans un pays, il faut respecter la loi de ce pays-là. Et c'est en cela qu'effectivement l'œuvre de Sylvia Cerbin nous intéresse ce soir, en ce sens que Sylvia Cerbin, si on comprend très bien, vous avez essayé de respecter les procédures au niveau de la France, et vous avez été débouté à tous les niveaux.
Ce mois, nous réfléchissons sur l'intégration et nous essayons de comprendre pourquoi l'intégration des populations originaires d'Afrique subsaharienne semble si difficile au point où, quand bien même une historienne comme vous a eu à faire un travail pour reconstruire ce qu'on appelle la vérité historique, on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi la loi ne s'applique pas. Sylvia Serbin, ma question est la suivante. Est-ce que vous avez l'impression que tout ce qui est arrivé a un trait avec la couleur de votre peau? Écoutez, c'est difficile de ne pas se poser la question, parce qu'en plus ce sont des lois non seulement françaises mais européennes. Et mon avocat était un Européen, et tous les juristes et spécialistes de la question de la propriété intellectuelle que j'ai pu voir après m'ont dit que c'était un jugement discriminatoire et qu'ils n'avaient jamais vu ça encore en France. Donc voilà. Et curieusement, aucun média français n'a voulu en parler non plus parce qu'il y a eu des gens qui ont essayé de les alerter. On veut bien s'intégrer, mais moi-même, je suis par mes mélanges familiaux françaises depuis plusieurs générations et on respecte les lois, mais malheureusement, on nous fait comprendre que ces lois ne peuvent pas s'appliquer à nous. Pourquoi sinon contre la couleur de notre peau? Que voulez-vous que je vous dise? Alors, je me tourne vers Peggy Ossier. Alors, Peggy, est-ce que ça ne pourrait être que ça, la couleur de la peau, pour qu'une œuvre d'histoire, un travail de recherche sur le plan de vue historique, soit balayé d'un trait, c'est-à-dire son sabotage soit balayé d'un trait comme ça? Alors moi je dirais pas seulement la couleur de peau qui peut faire qu'une œuvre telle que celle de Madame Serbin soit balayée de la sorte. Moi je dirais aussi c'est une question de rapport de force aussi. Dans ce genre de procès, c'est les relations aussi qui comptent, je pense, Juvénal, ce sont les relations qui comptent. Et ce que moi je voudrais demander à Madame Serbin, c'est est-ce que à partir du moment où le procès, c'est-à-dire tout ça, ça a été débouté au niveau de la France, il est possible de l'apporter à un autre niveau, puisque quand il y a un plus grand que la France, quand on parle des États-Unis, on sait que les États-Unis peuvent taper plus fort. D'accord? Donc moi je voudrais savoir, Madame Serbin, est-ce que vous avez pensé à emmener cette affaire plus haut dans un autre pays comme les États-Unis qui sont à même, moi je pense, de défendre ce genre d'affaires puisqu'ils sont très souvent confrontés à ce genre de choses. Mais il y a quand même un certain nombre de règles à respecter. Le contrat étant un contrat français, la maison d'édition responsable du choix de son partenaire est française. Et sur les contrats, il est noté que c'est tel tribunal en France qui est seul juge pour traiter des litiges. Donc, à part faire connaître cette iniquité un peu partout dans le monde, d'ailleurs j'ai reçu de nombreux soutiens quand il y a des réseaux sociaux qui ont diffusé cette affaire. Et je suis malheureusement coincée et le seul espoir qui me reste, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. D'accord. Mais autrement, en France, ils font ce qu'ils veulent et on a très très peu de moyens de se défendre. D'accord. Alors, Sylvia Serbin, c'est vrai, en préparant cette émission, nous l'avons préparé avec un avocat, Maître Ferdinand Lawson, et ironie du sort, il est coincé quelque part, il pourrait nous rejoindre de moment à l'autre afin qu'il nous apporte l'éclairage du juriste, du professionnel, en fait, sur cette question. En n'ayant pas effectivement suffisamment d'éléments sur le point de vue de la loi française dans ce domaine-là, on va pas avoir la prétention d'en parler davantage sur le point de vue de la loi. Mais Sylvia Serbin, est-ce que vous êtes intégré vous-même en France quand on parle d'intégration? Êtes-vous intégré ou pas, à votre avis? Moi, je ne sais pas ce que c'est que l'intégration. Moi, j'ai une éducation... c'est vrai que je suis riche de toutes mes cultures. Je parle français comme les autres et parfaitement. J'ai fait des études supérieures. J'ai une éducation bourgeoise occidentale aussi. J'ai même été élue dans ma région près de Versailles. J'ai participé à plein de conférences internationales dans le monde où j'étais reconnue comme une Française. À part ici, je vois pas quel est mon problème d'intégration. Mais justement, parce que ce qui arrive, parce que vous, quand on vous entend parler, vous êtes français depuis plusieurs générations, d'accord? Et d'autres... Par les métissages, oui, forcément, oui. Bien entendu. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Mais apparemment,
on pourrait dire que vous n'êtes pas intégré, en sens que la société dans laquelle vous vivez aujourd'hui ne vous reconnaît pas totalement, quoi. Ah oui, le problème c'est ça, parce que nous, on nous dit qu'on refuse de s'intégrer, alors que dans le regard de l'autre, on ne le sera jamais. Et le combat mené aujourd'hui, c'est que nos enfants n'aient pas à subir les mêmes humiliations, les mêmes injustices contre lesquelles nos parents et nos grands-parents se sont battus pendant des années et des années, depuis les premiers contacts entre l'Occident et l'Afrique. Il y a des gens qui se sont battus pour leur dignité, pour leur liberté. On nous a toujours fait passer pour des sauvages et quand aujourd'hui je veux publier un livre qui montre que ce n'est pas le cas, on essaie de me museler. Donc voilà, c'est un combat de tous les jours, mais il faudra un jour que ça cesse pour que les jeunes générations françaises, noires, puissent vivre comme des citoyens libres dans ce pays aussi, qui se prétend à la pointe des droits de l'homme. Vous voulez passer tout de suite à l'antenne? Composez vite le 04 78 21 05 95. On vous attend. Aline Mandry voudrait intervenir. Oui, je voulais demander à Madame Serbin, du coup, de son ressenti à elle en tant que Française qui pense que justement c'est la société française qui ne l'intègre pas, que ce soit du fait de sa couleur de peau, comme elle dit, ou de quelque autre raison. Quelles sont les possibilités, les solutions que elle pense que justement la jeunesse africaine pourrait apporter pour que justement l'histoire ne se répète pas et que les générations futures puissent vivre mieux dans cette société française qui manifestement n'intègre pas certaines personnes. Sylvia Serbin. Je pense que les nouvelles générations, heureusement, ont un regard différent. Et moi, j'ai été en contact avec beaucoup de jeunes qui ont fait des parcours d'excellence, qui sont diplômés de Centrale, de Polytechnique, de HEC, qui sont des scientifiques de haut niveau. Et une fois qu'ils sont français et ils sont nés ici, c'est la France qui a financé leurs études. Mais une fois qu'ils vont terminer, qui les recrute? L'Allemagne, la Grande-Bretagne, le Canada, les États-Unis. Parce qu'en France, on dit, ah oui, on ne peut pas mettre noir dans nos staffs d'ingénieurs ou il y en a très peu. Pourquoi? On ne sait pas comment résoudre ce genre de problème. Un auditeur qui voudrait intervenir, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Je m'appelle Mandy, je suis secrétaire général de l'OJAL, l'Organisation de la jeunesse afrodescendante de Lyon. Quel est c'est pour poser une question ou une contribution? En fait, c'était déjà tout d'abord pour remercier l'historienne pour son constat qu'on partage à l'OJAL quand elle dit que ça fait depuis des générations et des générations que nos aînés ont essayé de s'intégrer, de se faire accepter, se battre pour leur liberté en France. Et sur d'autres constats aussi qui dit que la jeunesse africaine et afrodescendante en général a un œil différent parce que on peut dire qu'on a tiré les leçons de l'histoire et que je pense que pour beaucoup on commence à considérer l'offre de l'intégration comme hypocrite en vue des résultats qu'elles ont donnés et que aujourd'hui le modèle assimilationniste français c'est juste c'est très hypocrite et on n'y croit plus quoi. Aujourd'hui, je pense que les jeunes sont plus tournés sur un modèle à l'américain de communautarisme. Et donc, c'est le modèle que nous prenons à l'OJAL, en tout cas. Alors, vous, dans l'OJAL, quand on entend OJAL, c'est Organisation de la jeunesse afro-descendante de Lyon. Est-ce qu'aujourd'hui, à votre avis, il s'agit d'un problème, en fait, le problème se trouve où? C'est plus du côté des dirigeants, du pouvoir politique, ou alors de ceux mêmes qui sont arrivés? Parce que aussi on rencontre des personnes qui ont une version, on va dire, quand on a la question de savoir qu'est-ce que l'intégration pour vous, pour beaucoup, c'est être acculturé. Et ces personnes qui le considèrent comme cela et rentrent dans ce moule-là. En fait, si vous voulez, on a depuis toujours, comme nous disait l'historienne, c'est que on vit dans un pays où on respecte les lois, mais on sent que non, on n'a pas les mêmes droits que tout le monde, où on est considéré comme des citoyens de seconde zone. Donc je pense que le problème vient plus des dirigeants, ces mêmes dirigeants qui ont subi, qui sont en partie
qui sont en partie responsables de notre venue en France, parce que il y a des richesses qui ont été pillées dans certains endroits, des populations qui ont été attaquées. Bref, tout ça pour dire que je pense que le problème vient plus des dirigeants et que les solutions, au contraire, viendraient plus du peuple, une organisation de la communauté civile. Mais c'est aussi là le travail des... Alors, Madame Sylvia Serban, vous disiez tout à l'heure, effectivement, que vous avez eu un mandat au niveau communal. Est-ce que ce travail se fait pour permettre aux uns aux autres, effectivement, de pouvoir vivre ensemble sans toutefois mettre en avant des préjugés? Écoutez, déjà, il faut souligner que, heureusement, tout le monde n'est pas comme ça, sinon ce serait l'enfer. Et qu'il y a effectivement parmi nos concitoyens des gens qui ont l'esprit ouvert et qui ont le sens de la concitoyenneté, de la fraternité et du droit équitable pour tous. Hein. Donc il y a des communes, il y a des gens, il y a des familles ou de simples citoyens qui on a fait les mêmes formations, on s'est côtoyés sur les bancs de l'université, on a gardé des mêmes contacts très cordiaux et ces gens-là ne vous considèrent pas comme moins qu'eux. Mais malheureusement, au niveau de la mentalité globale, où on nous a, si vous voulez, la France n'a jamais renié tous les préjugés qu'elle a construits depuis la colonisation sur les Noirs. Donc c'est vrai que pour la pensée dominante, ils peuvent pas imaginer qu'un noir peut être leur équivalent, même s'il est d'un niveau supérieur intellectuellement ou d'éducation. Donc il y a tout un travail à faire que malheureusement les élites ici se refusent à faire. Donc elles préfèrent peut-être faire un peu de paternalisme à la limite, mais il y a vraiment une remise en cause profonde. Et moi ce que je voudrais dire pour nos jeunes afrodescendants, c'est surtout ne pas tomber dans le travers de la mauvaise éducation, prendre les mauvais chemins, toujours se battre pour bien travailler à l'école, montrer qu'on est capable d'aller le plus loin et le mieux possible. C'est par là qu'on impose le respect. Ça, j'en suis certaine. Hein. D'accord. C'est le seul moyen. C'est vrai, on va écouter notre Vox Pop et puis on revient vers vous. Donc, c'est apprendre la culture des autres, en fait. Apprendre la culture des autres. On vient en France, il faut qu'on s'intègre, on marche comme des Français, mais sans oublier aussi notre culture, parce qu'on ne peut pas rejeter notre culture à s'intégrer. L'intégration, pour moi, c'est apprendre à avoir un plus aux gens que tu as trouvés, en fait. Est-ce que vous-même vous êtes intégré aujourd'hui? Bien sûr, je suis intégré, parce qu'au moment où je vous parle, je pense aussi, à quelque part, comme les Français, je parle comme les Français, je fais tout ce que j'ai trouvé ici, donc c'est quelque part je suis intégré de cette façon-là. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Qu'est-ce que l'intégration? L'intégration, c'est respecter la loi française et vivre comme la loi qui touche dans ces pays. C'est-à-dire? Ça veut dire respecter la loi, ne pas faire trop de conneries comme je vois les gens qui font ça, c'est l'intégration. Est-ce que vous-même vous êtes intégré aujourd'hui? Moi, je me suis aussi m'intégrer à ces pays, oui. Vous êtes intégré? Oui, je suis intégré parce que je respecte la loi, oui. Merci. De rien. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Retour dans sur la 91.5 de Radio Pluriel. Nous émettons depuis la ville de Saint-Priest. Sylvia Serban, vous avez écouté ces personnes qu'on a rencontrées dans la rue. On vous donnera la parole dans quelques instants. D'autres auditeurs nous ont rejoint. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous voulez poser une question ou vous voulez apporter une contribution? Oui, je veux apporter une contribution tout simplement. Déjà, je dis bonsoir à tous les invités. L'échange est très cordial, il est très relevé. Je veux dire à Sylvia tout simplement, puisqu'elle a dit qu'à l'OJAL, à l'association, qu'il faut que les membres de l'OJAL ne sombrent pas dans des comportements et qu'il faut qu'ils travaillent. Je veux qu'elle sache qu'en réalité, il ne s'agit pas forcément de prouver qu'ils sont capables de travailler, d'être intelligents. La société française, l'État français, ils savent que les Noirs sont capables, ils savent de quoi ils sont capables, ils savent que les Noirs sont intelligents, ils ont pouvoir appuyer, mais en réalité, il y a un blocage, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas donner l'espace pour que les autres puissent
S'intégrer, c'est créer l'espace pour que les autres puissent se mettre. Ils savent de quoi il s'agit, mais ils ne veulent pas donner de l'espace aux Noirs. Parce qu'il y a effectivement ce syndrome du colonisateur, ce syndrome suprémaciste, cette image qu'ils ont du Noir qu'ils ne veulent pas changer. La question, c'est quoi? C'est qu'au final, à force de vouloir prouver aux autres de quoi nous sommes capables, on va finir par se dénaturer, par se désintégrer nous-mêmes et au final, on va sombrer dans des comportements de communautarisme qui seront par après condamnés parce qu'eux, ils ne nous acceptent pas. On va faire un retour sur nous-mêmes. Donc la question de l'intégration en France, non seulement cette notion, elle est vide de tous les sens, mais en réalité, c'est quelque chose qui va finir par créer un problème social. Parce qu'eux, ils vont alimenter des peurs, des psychoses, et ils vont se poser en protecteur pour ravir les élections. Donc, en réalité, le problème ne se pose en termes de preuves que les Noirs sont capables de tout ça. Depuis la nuit des temps, ils savent de quoi sont capables les Noirs, ils savent de quelles intelligences, de quelles sources, de quelles richesses portent l'Afrique et les Noirs, mais en réalité, ils ne veulent pas donner l'espace à cette communauté. D'accord, on a compris. Je me tourne de nouveau vers notre studio, et c'est vrai qu'à ce niveau, je suis un peu dérangé parce qu'on finit par croire que c'est une question de couleur de peau, Peggy. Bah écoute, comment dire, je suis moi-même un peu perturbée parce que on veut bien parler d'intégration, mais s'il n'y a pas égalité, il y a un problème. Hein, je pense qu'il y a la notion d'égalité qui rentre en compte. Est-ce que intégration et égalité vont de pair? Je sais pas. Est-ce qu'on peut être intégré sans qu'il y ait égalité au niveau de la société? Donc c'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui, je pense, en France. Alors je sais que les armoiries de France ont dit égalité, fraternité, mais si on s'arrête juste à vouloir faire que le noir soit juste intégré ou même assimilé, mais qu'il n'y ait pas d'égalité, je pense qu'il y a quelque part une espèce de révolte en fait dans nos cœurs. Voilà. C'est à ce moment que je m'adresse donc à l'historienne Sylvia Serbin. Quand vous prenez votre plume et que vous rédigez, puisque vous êtes historienne, je suis présent, aussi, quelle France vous allez dépeindre? Quelle histoire vous allez laisser à la postérité? Ben, écoutez, celle que vient de dire la jeune personne, hein, c'est ce questionnement. Parce que là, je travaille en ce moment sur les résistances féminine, et je parle aussi du panafricanisme qui au XIXe siècle a été le premier grand mouvement de lutte contre le racisme et pour la dignité des Noirs. Et donc du XIXe siècle à aujourd'hui, il y a eu certes des progrès dans certaines grandes démocraties, mais je ne peux pas assurer que nos enfants soient dans une réelle égalité. Et il y a un monsieur, je pense qu'il ne m'a pas bien compris tout à l'heure, il pensait que je m'adressais à l'association des Afro-descendants de Lyon. Non, pas du tout, je m'adressais d'une manière générale à nos jeunes frères, nos jeunes enfants. Et quand je dis qu'il faut montrer de quoi on est capable, c'est pas pour montrer aux autres, mais c'est pour se construire soi-même et pour être en mesure d'aller n'importe où et d'être reconnu pour ses compétences. Si la France ne nous accepte pas, il y a d'autres pays, vous avez un bon niveau, vous êtes reconnu, on vous respecte et on vous fiche la paix. Donc ce n'est pas du tout pour prouver à mon voisin blanc qui n'a pas mon niveau que je peux être comme lui, quel intérêt. Mais pour montrer que je me construis moi-même en tant qu'être humain dans ce monde d'aujourd'hui où il faut se battre tous les jours. C'est ce que je pourrais dire. Alors, se construire soi-même, étant donné que nous sommes à cette dernière dans le sens de cette série de réflexions sur l'intégration, j'aimerais bien que vous puissiez nous dire, parce que vous avez quand même une expérience assez riche, Sylvia Serbin. Vous avez été en Afrique, vous avez vu comment ça se vit, comment on vit là-bas. Vous voyez comment les mêmes Africains, quand ils arrivent en France, se comportent. Tout à l'heure, il y a, dans le Vox Pop, il y a un qui dit carrément, il faut que je fasse comme. En fait, il veut imiter, et on se trouve dans une espèce d'acculturation, voire même d'aliénation, pour aller plus loin. Je ne traduirais pas les choses comme ça, parce que moi, je pense, j'ai eu la chance. Je suis née, j'ai grandi au Sénégal. J'ai beaucoup voyagé à la fois sur le continent et ailleurs. Et c'est ce qui m'a un peu ouvert l'esprit. Et je crois que quand je vais vivre dans un pays, j'essaie de m'intéresser à la culture de ce pays. J'essaye
d'être comme les autres aussi, mais ça ne veut pas dire que je renonce à ce que je suis. Au contraire, je leur apporte aussi ma culture et je pense que c'est une richesse et que ça peut être un facteur d'échange. Donc, il ne faut pas penser l'intégration comme une acculturation, hein. Ça, je suis pas du tout d'accord. On est dans un pays, on doit respecter un certain nombre de traditions en tant que citoyen, un certain nombre de lois. On ne doit pas choisir la délinquance alors que notre intelligence pourrait nous porter à faire des choses plus positives. Donc voilà, c'est l'image de nous, c'est cette fierté qu'on a et on doit toujours se battre pour porter haut cette image de nous en tant que Noirs. Donc je ne pense pas du tout que le fait de respecter des lois ou des coutumes d'un pays soit de l'acculturation. Demain, je vais vivre en Chine, je vais m'intéresser à leur cuisine, à leur culture, je vais apprendre des petites choses et je considère que c'est un enrichissement. Mais ça ne veut pas dire que je vais oublier mon histoire sénégalaise, mon Thiéboudien et mon Yassa et tout ce que m'ont appris nos anciens. Non. Radio Pluriel, votre fenêtre sur le monde. Bien, ce studio qui est très féminin ce soir avec Peggy. Oui. Au vu de tout cela, parce que ce qui est intéressant ce soir, c'est que vous vivez régulièrement en Afrique. Oui, c'est ça. Est-ce que ce type de problème se pose là-bas? Il n'y a pas de problème parce que franchement, moi, ça me fait un peu, on va dire comme un petit rire jaune en disant, hein. C'est une jolie couleur. Mais disons que quand on est au Congo, Brazzaville, le pays dont je suis originaire, il y a des Sénégalais, il y a des Maliens. Il y a des Nigériens, il y a des Camerounais, il y a des Béninois, ils sont nombreux. Nous, au Congo, on est à peine 4 millions. Imaginez, c'est une population de 4 millions d'habitants, autant d'étrangers. On n'a jamais eu ce problème d'intégration, problème d'assimilation. C'est-à-dire qu'on vit les uns avec les autres, chacun porte sa culture. Quand il faut aller manger un yassa quelque part, on va le manger. Quand il faut aller manger un plat camerounais, on va le manger. Quand il faut aller écouter la musique des autres, on y va. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de problème d'intégration. C'est-à-dire que c'est naturellement que les choses se font. Naturellement. Mais en revanche, il y a aussi les Blancs dont on parle ce soir, sans racisme aucun. Bien sûr. Comment ils sont accueillis? Mais ils sont bien accueillis. C'est-à-dire il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'ils sont même heureux de vivre au Congo-Brazzaville. Ils sont à Pointe-Noire, ils sont à Brazzaville, ils sont partout. C'est-à-dire qu'on leur demande pas de vivre, de prendre la culture congolaise. On leur impose pas la culture congolaise. Aline a été en Afrique aussi. Est-ce que vous avez eu des difficultés à rentrer, à vous fondre dans la société africaine quand vous y étiez? Je vais dire oui et non. Oui, peut-être sur certains plans, parce que malgré tout, on a une certaine couleur de peau, et cette couleur de peau renvoie à une histoire, notamment quand on va dans des pays d'Afrique francophone, en étant française. On renvoie évidemment au-delà de tout ce qu'on peut dire, raconter, du milieu d'où on vient et de l'histoire personnelle qu'on peut avoir, qui n'a rien à voir avec l'histoire d'un pays. On nous renvoie cette image régulièrement, que ce soit en ville ou dans des villages, de manière différente, mais on nous renvoie quand même quelque chose par rapport à cette histoire de notre pays, notamment en pays africain francophone. J'étais en pays africain anglophone, et en étant française, j'ai pas du tout ressenti cette même image qu'on me renvoyait de responsabilité de mon pays ou d'un pays sur lequel j'appartiens. Effectivement, parce que aujourd'hui, dans les pays comme la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays d'Afrique subsaharienne ou francophone, il y a un sentiment d'anti-français qui commence même à grandir. Et je ne sais pas si vous étiez déjà à ce moment-là. Quand vous y étiez, est-ce que ce sentiment existait déjà? J'étais pas en Côte d'Ivoire, donc je peux pas dire sur la Côte d'Ivoire, mais c'est vrai que voilà, on a entendu ce concept d'ivoirité qui renvoie pas forcément à une ivoirité face à des Français ou des Blancs, c'est autre chose, mais on sent qu'il y a quand même ce besoin d'identité du pays, et du coup nous en tant que Français peut-être dans un autre pays, du coup, nous, on n'est pas ivoiriens ou on n'est pas sénégalais. Du coup, comment on peut être intégré ou s'intégrer aussi dans ces particularismes?
Alors, Juvenal, je voudrais rebondir en fait sur ce qu'Aline est en train de dire. Alors, on parle de la Côte d'Ivoire, de l'ivoirité, mais tout ça, quand on repart un peu en arrière, c'est des problèmes politiques. C'est la politique qui se mêle. Est-ce que tu comprends? C'est la politique se mêle justement de la question sociale. Quand la politique met son nez là-dedans, c'est justement pour des élections. Mais dans le fond, quand on va dans le fond, si on parle du Sénégal par exemple, on va parler de l'île de Gorée avec des gens qui ont été touchés dans leur chair et tout, je suis d'accord. Mais franchement, quand on regarde de la communauté ou bien dans le côté social des Africains, moi je vois comment ça se passe. Moi j'ai la chance d'avoir les deux cultures, la culture française et la culture congolaise dont je suis originaire, donc j'ai vu des deux côtés. En France, je me suis jamais sentie agressée parce que j'étais dans un milieu assez aisé, mais au Congo, la même chose. J'ai des amis français, j'ai des amis qui viennent de tous les pays d'Afrique, et de ce côté-là, en fait, quand je fais un peu le tour de par mon métier, j'ai jamais vu en fait réellement qu'ils se sentaient agressés par rapport à la couleur de leur peau. Voilà. Bien. Alors, je peux juste ajouter allez-y, Sylvia. Réaction. Allez-y. Pour la personne qui disait qu'en tant que blanche, elle se sentait pas toujours bien accueillie. En fait, je crois que ça montre que la blessure est profonde et que le malaise aussi. Et aujourd'hui, les gens qui sont au pays savent comment nous sommes traités en Europe et en France notamment. Et il y a eu un certain nombre, quand le président Sarkozy est venu dire qu'on n'était pas entré dans l'histoire, tout ça, ça ne fait qu'exacerber un peu le ressenti contre l'ancien colonisateur. Et c'est pour ça que les gens parfois se méfient. Il y a 20 ans, les Français ou quelques Blancs que ce soit étaient accueillis avec beaucoup de chaleur dans plein de pays. Mais aujourd'hui, on sent que les gens se méfient et même si c'est quelqu'un d'ouvert, d'hyper sympa, effectivement, il y a des petits cercles où ils sont bien accueillis, mais d'une manière générale, on sera poli avec eux, mais ça ne veut pas dire qu'on ne se méfiera pas parce qu'on ne sait pas comment ils vont nous dépeindre après, comment les choses peuvent, la relation peut évoluer. Je pense qu'il faut peut-être penser à ça aussi. D'accord. Alors, nous avons encore nos auditeurs qui sont en ligne. Et cela, je me tourne vers Manzi. Allô, Manzi, toujours là? Manzi semble nous avoir quitté. Manzi, c'est toujours là ou vous êtes parti? Je suis toujours là. Alors, comme on tire vers la fin, parce que là, il va quand même falloir sortir, avancer, évoluer. Qu'est-ce que le GEL proposerait pour le vivre ensemble? Alors, moi, quand on me propose le modèle du vivre ensemble, je suis pour, mais ça fait combien d'années qu'on essaie de vivre ensemble, etc., etc. En fait, à l'OJAL, on aimerait bien que, justement, on arrête d'attendre des autres, d'attendre que les autres nous donnent l'autorisation pour nous organiser entre nous, créer notre propre business, nos propres emplois, pour que, enfin, ces problèmes de discrimination, ces problèmes de discrimination au logement, à l'embauche, tout ça, on n'ait plus ces problèmes avec ça. Je donnerais par exemple la communauté chinoise qui est très présente en France, mais qui ne connaît plus ces problèmes de discrimination, de représentation à l'Assemblée nationale. Ça les intéresse plus parce qu'ils sont assez organisés pour pouvoir ne plus avoir de problèmes dans la société civile quant à aux membres de leur communauté. C'est ce à quoi nous aspirons à l'OJAL, créer une communauté forte, afrodescendante forte, qui vit en paix avec les autres communautés, évidemment, de manière respectueuse, mais on ne peut pas vivre de manière respectueuse avec les autres si nous-mêmes on ne se respecte pas et si nous-mêmes on ne donne pas des raisons aux autres de nous respecter, c'est-à-dire de créer de l'emploi, créer un réseau. D'accord. On aura compris donc, Manzi, qu'il faut votre suggestion, votre proposition ce soir, c'est de créer des réseaux et de s'organiser entre noirs, c'est ça, en communauté. Sans toutefois rentrer dans le repli sur soi ou dans le communautarisme, comme on le dit en France. Le mot communautarisme, c'est pas quelque chose. En France, on voit ça comme quelque chose de mauvais, mais c'est pas quelque chose de mauvais. C'est juste une communauté qui s'organise pour que elle apporte même quelque chose au pays dans lequel elle vit, parce que. Ok. Ça, c'est votre point de vue. Manzi, Sylvia Serbin, excusez-nous, comme le temps que nous est parti vers la fin, nous allons rentrer dans, on va se rappeler pas des conclusions, mais les pistes et solutions pour qu'on essaie quand même d'améliorer le vivre ensemble, effectivement, parce que c'est pas évident. On le dit facilement, mais de manière concrète, c'est pas évident. Bien, merci à Manzi.
Mais merci à vous et merci pour ce débat qui était très intéressant. Merci aux invités. Restez avec nous. Alors, il y a notre auditeur qui est toujours en ligne. Il est toujours là? C'est Francis? Allô, Francis est toujours avec nous ou il est parti? Il semble être donc parti. Et avant donc de quitter Sylvia Serbin, on va faire un petit tour dans notre studio. Et la question qu'il pose donc à Aline, c'est de savoir, de manière simple, s'il fallait donner ce soir des suggestions, des pistes, quelles seraient-elles? Moi, je pense, juste pour rebondir sur ce qui avait été dit avant, par rapport au discours de Nicolas Sarkozy en 2007 à Dakar, justement, on voit que au plus haut sommet de l'État français, on véhicule encore ces images, ces préjugés sur l'Afrique, sur les Africains. L'homme africain n'est pas encore entré dans l'histoire. C'est un président africain qui, à Dakar, a le courage de dire ce genre d'aberration. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi la salle ne s'est pas levée pour le molester durement. Tant pis. C'est possible. On va pas refaire l'histoire sur ce point de vue. Il le dit quand même. Et quand on... Oui, mais bon, bref. Voilà. Les pistes et solutions. Oui, donc je pense que ce que disait Mandy est intéressant. C'est vrai que on taxe les associations africaines en France de communautarisme. Étant donné la discrimination que subissent beaucoup d'Africains en France, c'est une solution aussi de pouvoir retrouver une certaine dignité, une certaine solidarité avec des compatriotes dans cette société française qui n'a pas l'air de vouloir intégrer ces éléments. Donc voilà, ça peut être une piste proposée par cet auditeur. Après, au niveau des associations, je pense qu'il y a aussi un rôle d'ouverture sur des événements qui n'ont pas forcément de lien avec l'Afrique ou avec la diaspora africaine, de faire du réseau, mais également avec des associations locales sur des événements locaux, avec en lien peut-être avec l'éducation des enfants, ce genre de développement local, et pour sortir justement d'entre soi et de s'ouvrir aussi aux autres associations, à la société civile. Également, une deuxième piste, on parle beaucoup de l'image, Peggy nous le rappelait, qui est véhiculée par les médias, que ce soit sur l'Afrique et aussi sur les Africains qui vivent en France. On a ces images choc, le sensationnel dont parlait Peggy tout à l'heure, d'immigrants clandestins qui traversent l'Atlantique, des clandestins à Calais qui montent sur des grilles, ou des derniers attentats terroristes. C'est ce genre d'informations qu'on met en avant. Donc, ce qui pourrait être vraiment intéressant, c'est de travailler sur cette image que donnent les médias de l'Afrique et des Africains. Et je pense que chaque auditeur peut, avoir une part aussi d'engagement pour faire en sorte que cette image change. On a vu notamment, je pense au dernier film Samba, que j'ai beaucoup apprécié, mais on a encore un Africain clandestin, sans papier, qui a un accent, qui tombe dans les clichés. Voilà, toujours des clichés. Voilà. Cela étant, chacun devrait faire un effort de son côté. Alors, Francis est revenu. Quelles seraient donc vos suggestions, propositions pour qu'on essaie de sortir de cette impasse? Oui, voilà. Merci à tous. J'ai dit, on a tous compris qu'on n'a plus rien à prouver dans ce pays. On a tous compris qu'ils ne nous intégreront pas. J'ai dit à tous les Africains, je dis à tous les Noirs, de ne pas cesser de dénoncer, d'être des pédagogues et surtout d'être solidaires. N'oubliez pas une chose, à tous les Noirs, soyez fiers de vous, apprenez à vous accepter comme vous êtes, rentrez dans l'histoire des Noirs, apprenez à connaître, réappropriez-vous votre histoire. Soyez fiers, soyez pédagogues, soyez solidaires. C'est dit. Merci à Francis. Donc, avant donc de quitter nos auditeurs, nous allons donc poser la question à nos invités qui vont nous parler de leur événement tout à l'heure, c'est-à-dire les femmes de l'EFAC. Est-ce que, Madame Masson-Maillé, est-ce que vous vous êtes intégrée en France? Je suis intégrée. Vous êtes intégrée? Oui. Vous en êtes sûre? Je pense. Bien. Alors, Sylvia Serbin. Oui. Dites-nous, il nous reste quelques minutes, en 2 ou 3 phrases. Quelle
Quelles sont vos pistes? Si on vous demandait en 2 ou 3 phrases, quelles sont les pistes et solutions que vous proposez ce soir? Écoutez, moi je pense que c'est important de ne pas accepter de vivre en marge quand même, et que on peut essayer d'aller de l'avant avec ceux de nos concitoyens blancs français qui ont envie de construire un monde plus ouvert et différent avec nous. Donc, et finalement, je pense que ça aura valeur d'exemple. Ce n'est pas parce qu'il y a une majorité qui nous rejette qu'on doit plier les bras et qu'on doit renoncer, qu'on doit accepter d'être enfermé soit dans des communautés qui ne se connaissent qu'entre elles. En plus, il y a une grande diversité entre nous. Donc, il y a des communautés de Camerounais, des communautés de Sénégalais, de Cap-Verdiens. Donc, on ne peut pas accepter ça. Nous sommes dans un pays, nos ancêtres ont contribué à la richesse de ces pays qui sont puissants, qui dominent le monde. Donc, il n'y a aucune raison qu'on accepte qu'on nous marginalise. Et dans ces pays, nous avons des concitoyens ouverts et c'est avec eux que nous devons construire un monde plus tolérant et où nos enfants se sentiront beaucoup plus à l'aise. Voilà, je suis peut-être un petit peu philosophe, mais je veux encore croire. Il faut l'être. Merci Sylvia Serbin, il faut être philosophe. Donc, et au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Au revoir. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Bien, nous rentrons à la page culture de notre magazine et nous recevons ce soir les dames de l'EFAC, entendu l'ensemble des femmes actives et coopérantes de la diaspora. Alors, un événement est prévu ce samedi, c'est le samedi 28 à la fameuse salle dite La Boulangerie. De quoi s'agit-il concrètement? La soirée que nous organisons ce week-end, le 28 février, il s'agit d'une association qui se nomme EFAC. Oui. Donc, comme vous venez de dire, je veux dire l'ensemble des femmes actives et coopérantes de la diaspora. Oui, alors le but, j'imagine que c'est une soirée dansante. Oui, c'est une soirée dansante. À quoi c'est cet argent que vous allez récolter? Nous récoltons des fonds pour pouvoir réaliser un projet que nous avons en vue, à savoir que nous avons les premiers soins qui sont vraiment un sujet très important. Et c'est où? Dans notre pays. C'est au Cameroun. C'est grand le Cameroun? C'est dans un petit village. À Kolofata, là où Boko Haram fait la guerre? Non, pas. Nous sommes loin du nord. Hein. Nous sommes au centre. C'est dans un petit village vers l'aéroport international de Simalène à Yaoundé. D'accord. Alors, si quelqu'un veut venir, sera à partir de quelle heure? Ça sera 20h, les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Bien, le message est entendu, donc c'est à la salle de la Boulangerie. C'est une soirée dansante, une soirée culturelle, mais les fonds récoltés serviront à la construction d'une maison de premiers soins à... Vous avez dit où le nom? À Yaoundé? À Lobé. À Lobé. C'est un petit village à Lobé, situé à 18 km de Yaoundé. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël.